balayé déjà effectivement le décor, et je crois que chacun a compris effectivement à travers ces différentes évolutions législatives et réglementaires comment se dessiner aujourd'hui cette médecine de parcours. Alors on sent bien effectivement toutes les difficultés que cela peut représenter, parce que c'est des changements dans nos habitudes, et effectivement une rupture avec une vision assez individualiste de l'offre de soins telle qu'elle est organisée en secteur libéral. Alors peut-être Gilles Bonnefond, à partir des propos de Jean-Michel, d'abord, est-ce que vous soutenez ces évolutions comme favorables par rapport aux besoins de santé? Est-ce que vous considérez qu'elles sont potentiellement applicables, notamment cette centaine de projets qui a été validée par la HAS et pour lesquels peut-être, si Jean-Michel nous confirme cette perspective, pour lesquels il y a des financements possibles au niveau de la Caisse nationale d'assurance maladie? Alors oui, d'abord, on a non seulement on soutient, mais on a apporté au moment du débat parlementaire ces modifications. Je rappelle, parce que tu as dit que c'était un transfert, un copier-coller de la définition de ce que faisaient les médecins. Nous n'avions pas de définition du rôle du pharmacien. La seule définition qu'on trouvait dans le Code de santé publique avant la loi HPST, c'est si le pharmacien est autorisé à dispenser des médicaments, si vous n'êtes pas pharmacien, vous n'avez pas le droit de dispenser des médicaments, et si vous le faites, sans être pharmacien, vous êtes condamné pour exercice illégal de la pharmacie. C'était la seule définition du métier de pharmacien. Donc c'était un négatif. Est-ce que le pharmacien pouvait participer à du dépistage, à de la prévention, à de la coopération, à de la coordination, à de l'éducation thérapeutique? Tout ça, ce n'était pas écrit, et donc c'était contesté. Donc vous voyez d'où on vient. On vient d'une zone qui était contestée à une zone où on est associé au premier recours avec les médecins. Maintenant, bon, déjà c'est une première révolution. Après, il faut rentrer dans la partie pratique, et dans la partie pratique, il ne faut pas l'aborder. Qu'est-ce que je donne aux médecins? Qu'est-ce que je donne aux pharmaciens? C'est le mauvais côté. Il faut savoir quels sont les nouveaux besoins des patients et comment, en fonction de l'offre de soins, on s'organise pour répondre à ces attentes qui sont différentes d'un territoire sur l'autre. On n'a pas la même problématique quand on a des hôpitaux à proximité, quand on a une densité médicale à proximité, que quand on est dans une zone où on a des difficultés avec des distances et une offre médicale qui est un petit peu plus hétérogène, où les médecins sont moins disponibles et ont moins parfois de temps à consacrer à du petit risque. Donc, problématique de territoire, c'est pour ça que dans le loi HPST, le choix qui avait été fait, c'est de dire faisons émerger les besoins de territoire, qui seront des vrais besoins spécifiques pour des professionnels de santé, et voir si on peut les utiliser comme exemple pour pouvoir après l'étendre à des régions beaucoup plus larges. Donc c'était la stratégie. Est venu se greffer là-dessus la mise en place des ARS, avec une véritable régionalisation de l'offre de soins, où la compétence de l'ARS était étendue plus à l'hôpital, mais aussi à l'ensemble de l'offre de soins de ville. Il faut le temps que les ARS se mettent en place. Et effectivement, il y a un petit jeu de qui va faire quoi. Est-ce que c'est la CNAM qui le fait, sachant que la CNAM, c'est national? Ou est-ce que c'est la région qui le fait à travers l'ARS, à travers des projets régionaux? Et sachant que personne n'a d'argent, de toute manière, ou un argent assez théorique, parce que c'est des fonds d'intervention régionaux ou des fonds de fixe, qui sont des fonds expérimentaux et en aucun cas pérennes. Donc extrêmement difficile de travailler. D'ailleurs, c'est ce qu'ont vécu les réseaux auparavant, où ils montaient en puissance en faisant un travail qui était reconnu, mais les financements ne permettaient pas de poursuivre. Et on voit bien aujourd'hui un débat sur le financement des réseaux qui pose un certain nombre de problèmes. Donc on est vraiment au début du début, mais ce début est absolument nécessaire, parce qu'il correspond à une vraie réorganisation du système de soins et à un vrai appel aux ressources complémentaires entre les professionnels. Et la dynamique qu'il y a aujourd'hui sur les territoires, à travers les maisons de santé pluriprofessionnelles, à travers les pôles de santé, montre que les choses sont en train de se mettre en mouvement. Et à partir de ces sites et de cette réflexion en local qu'il y a entre professionnels de santé, là on peut dégager effectivement une expression de besoin permettant de mettre en place des coordinations. Après, reste à savoir si l'article 51
qui est un article qui est la porte d'entrée de ce système, est adapté. Et on s'aperçoit qu'il est parfaitement adapté parfois à ce qui se passe à l'hôpital, où des coopérations existaient entre professionnels de santé, c'est-à-dire le médecin délégué à l'infirmière du service une certaine activité, et donc l'article 51 permettait de régulariser ce qui se passait déjà dans des établissements. Et on a vu émerger des projets qui étaient plutôt des régularisations de responsabilités transférées, mais ça se fait au sein d'un hôpital structuré. Est-ce que cet article 51, aujourd'hui, tel qu'il est vu et tel qu'il est analysé, à la fois par les acteurs de terrain, mais également par la Haute Autorité de Santé et par les politiques et les financeurs, est-ce qu'il est parfaitement adapté à la situation? Je ne le sais pas. En tout cas, peut-être ça mérite de refaire un débat 2 ans après pour voir si la porte d'entrée n'est pas trop étroite, parce que dès qu'on parle de délégation de tâches, d'abord c'est extrêmement compliqué de discuter de ça entre professionnels de santé de terrain, et puis nous, on n'a pas la structure hospitalière. Monter un dossier permettant à l'HAS de l'étudier, on n'a pas la structure pour. Donc est-ce que l'ARS peut aider les professionnels à prendre des initiatives? Ils le souhaitent aujourd'hui, mais tout ça prend un certain temps. Donc je pense qu'on a mis le bon socle pour démarrer. D'ailleurs, on voit que ça travaille beaucoup, que ça évolue sur des modes de rémunération. Donc, je dirais, on va très très loin dans cette réflexion de l'évolution de la rémunération des médecins, savoir si c'est le statut libéral, si c'est un statut payé à l'acte, si c'est payé au forfait, à la capitation. Donc, on voit bien que cette réflexion est en train de s'amorcer et va très très loin. Maintenant, il va falloir concrétiser et être sûr de répondre aux vraies attentes des patients. Effectivement, comme tu le disais, le statut de pharmacien correspondant qui a été choisi pour le pharmacien de ville comme étant comme le pendant du médecin traitant pour suivre les patients chroniques. Et les patients auront choisi ce couple médecin-pharmacien. Eh bien, c'est à partir de là qu'on va pouvoir construire des délégations, des modes de rémunération, un suivi particulier de ces patients qui ont besoin que ce couple médecin-pharmacien fonctionne. Parce qu'ils ont besoin de se raccrocher et d'être rassurés et que leur traitement, et qu'ils adhèrent à leur traitement. Donc je pense que c'est extrêmement important que l'on arrive à faire fonctionner ce couple. Je rappelle simplement un chiffre. Vous savez, souvent, on dit, dans les coopérations, c'est médecin-infirmier. C'est souvent le réflexe. Médecin-infirmier, c'est 7% de la population qui est concernée par ce couple médecin-infirmier. Le couple médecin-pharmacien, c'est 100% de la population en ville qui est concernée par le bon fonctionnement de ce couple. Alors ça peut être, on peut fonctionner à 3, on peut fonctionner aussi avec l'infirmière, voire avec d'autres. Mais en tout cas, si on veut que chez les patients chroniques, on arrive à mieux les suivre, mieux les encadrer, c'est ce couple médecin-pharmacien qui doit fonctionner. Très bien, merci beaucoup. Peut-être à ce stade du débat, une question à François Liard en tant que médecin généraliste, parce que il a connu une évolution locale tout à fait intéressante, puisqu'il est passé d'un exercice isolé, individuel, à un exercice en groupe, et aujourd'hui un groupe qui évolue vers le statut de maison de santé pluriprofessionnelle. Et j'ai été, moi, assez frappé de lire récemment dans une revue de référence pour les pharmaciens que vous connaissez bien, le Moniteur. Il y avait 5 ou 6 pages, je ne sais plus, d'un entretien avec le docteur Pierre Dehaze, qui est le président de la Fédération des maisons et pôles de santé, ce qui témoigne bien, effectivement, de l'intrusion de ce concept de pluriprofessionnalité dans la prise en charge chez les médecins, mais aussi chez les pharmaciens. Alors, François Liard, est-ce que, pour vous qui êtes en train de monter un projet de MSP, est-ce que le pharmacien, d'une manière ou d'une autre, vous l'intégrez à votre réflexion? Alors, il est complètement intégré, oui, dans le cadre de ce dont on a parlé, là, qu'on va continuer à certainement avoir, qui sont les protocoles pluriprofessionnels de suivi des patients en soins primaires. Alors c'est vrai que moi je suis un brontosaure de la médecine générale, naturellement, compte tenu de mon grand âge, j'ai vu tout à fait cette évolution où on a été dans un exercice isolé, et la loi HPST, et je souscris complètement à ce que vous avez dit là, c'est-à-dire que la loi HPST est un socle qui va complètement révolutionner la prise en charge des patients dans les années qui viennent.
On passe d'une prise en charge isolée à une prise en charge pluriprofessionnelle, avec toute l'adaptation, les défauts que ça peut contenir, de façon tout à fait claire, mais ça va être une vraie révolution. Jusqu'ici, on peut admettre qu'en France, que ce soit pour les pharmaciens ou les médecins, il y a de la compétence, il y a du savoir, on va y mettre de l'organisation. Pour provoquer un peu, j'ai coutume de dire que jusqu'à maintenant, l'accès aux soins, la médecine de soins primaires, tout ce qui est extra-hospitalier, n'était pas organisé. On avait organisé le financement de l'accès aux soins, mais pas l'organisation de la santé elle-même. Avec des nuances naturellement, parce qu'on avait tout de même fait bien des choses. La loi HPST met complètement de l'organisation là-dedans, avec ce que ça peut apporter en contrainte, c'est vrai, mais aussi en amélioration de la qualité et en homogénéisation des soins. Dans ce cadre-là, les protocoles de suivi des patients conjoints, médecins, pluriprofessionnels, parce qu'intégrant dans notre maison de santé pluridisciplinaire, on a commencé à fonctionner déjà sur certains éléments. On travaille avec des diététiciennes, avec psychologues, avec infirmières naturellement, kinés et pharmaciens, en ayant instauré déjà des protocoles de suivi. Donc on change de fonctionnement, on change de paradigme. Les patients, curieusement, souvent ont déjà fait cette démarche, eux, et souvent les médecins suivent finalement. Ce n'est pas du tout un problème pour les patients, ça, qui fonctionne complètement dans un système pour eux, dès lors que le suivi est clair. Quand les maisons de santé pluridisciplinaires ou pluriprofessionnelles ont commencé à se mettre en place, parfois c'était des initiatives privées, parfois des initiatives purement immobilières, et parfois c'était une vraie volonté de réflexion des professionnels de santé. On a connu les 3 portes d'entrée. Maintenant, il ne suffit plus de raisonner sur il y a une maison de santé et puis tout va graviter en local autour de cette maison. Si cette maison de santé rayonne sur un territoire et qu'elle rayonne sur plusieurs communes et que dans ces communes, les médecins ont décidé de travailler et de rester dans cette maison de santé pluriprofessionnelle, mais que là-bas, il y a des habitants et que dans ce village, il reste que la pharmacie. Eh bien, on doit se servir de la pharmacie comme porte d'entrée du système de santé, puisqu'elle est à proximité des patients. Sinon, ça veut dire qu'il faudrait déménager tous les patients et les mettre à côté de l'hôpital ou à côté de la MSP. C'est pas possible. Donc, ce qu'on invente entre nous, c'est la communication, y compris en gommant la distance, pour permettre aux professionnels de santé qui sont pas tout à fait à proximité de la MSP de pouvoir continuer à exercer, parce qu'il y a des patients, et qu'on ne va pas faire des VSL pour un oui, pour un non, une ambulance pour amener le patient à la MSP. C'est comme ça qu'il faut raisonner. Il ne faut pas avoir peur des maisons de santé pluriprofessionnelles, il faut avoir une stratégie de territoire de santé. Quelle est la photographie, quelle est l'offre que l'on a aujourd'hui, combien j'ai de médecins, combien j'ai de pharmacies, combien j'ai d'infirmiers, est-ce que j'ai un centre hospitalier à proximité, comment j'organise le soin pour que ce territoire propose la même qualité de soins qu'un autre territoire, parce que la qualité, l'accès et l'égalité d'accès aux soins est indispensable. Mais ça, c'est en train de se mettre en place. C'est pour ça qu'il ne faut pas aujourd'hui avoir peur, il faut tout simplement sensibiliser les MSP pour dire comment on met des outils de communicants entre nous, et notamment les outils de télésanté, permettant de travailler à distance, comme si nous étions dans la même structure. C'est ça que l'on doit faire, et y compris avec les structures hospitalières. Et je pense que les équipements des MSP en outils de télésanté et des pharmacies, quand elles sont à distance, comme porte d'entrée du système de soins, c'est une véritable stratégie de territoire. Ce qui me rassure, c'est que les ARS, qui n'avaient pas vu l'affaire au départ, voyant les MSP se lancer, sont en train de se rendre compte que ça peut être un élément, si on n'y réfléchit pas, qui peut déstabiliser le réseau pharmaceutique. Mais cette prise en considération est maintenant bien établie dans la plupart des ARS.